Mais aujourd'hui, nous avons avec nous Martin Riopel. Martin, qui est un collègue de classe à moi, qui est dans mon année. Bienvenue, Martin. Alors, il est ingénieur forestier au sein de la division des compilations et statistiques à la direction des inventaires forestiers, et ce depuis 2017. Martin travaille principalement sur le développement et la production de la carte dendrométrique LIDAR. C'est ce dont il nous parlera. Martin, la parole est à toi. Bonjour tout le monde et merci de m'accueillir chez vous. C'est un honneur pour moi de pouvoir présenter les résultats dendrométriques associés à la carte dendrométrique LIDAR, qui est un nouveau produit assez nouvellement présenté sur Forêt ouverte, une nouvelle version très élargie. Et c'est un gros travail d'équipe à la direction des inventaires, mais aussi avec beaucoup avec Dave Munger au Lac-Saint-Jean qui a initié cette approche-là. Et c'est ça, il y a beaucoup de gens aussi dans les régions qui se sont impliqués à différents niveaux pour arriver à des résultats que je vous présente aujourd'hui. Mon but, c'est surtout vous présenter très rapidement la méthode et vous montrer un peu c'est quoi le produit. Et en espérant que ça va vous donner le goût de l'utiliser et d'aller plus loin, parce qu'on va avoir des documents qui vont sortir bientôt pour vous aider à utiliser ce produit. D'entrée de jeu, je voulais quand même vous informer que, c'est ça, on a un gros, au Québec, on a un gros plan pour implanter le LIDAR partout au Québec. Et dans ce contexte-là, les compilations forestières originales, on a intégré autant que possible les données LIDAR pour les prévisions KNN. C'est des prévisions qui permettent d'obtenir des compilations de données d'inventaire, mais à partir de modèles non paramétriques. Et depuis 2017, les compilations utilisent les données LIDAR. Et en 2021, on va avoir l'Abitibi qui va se rajouter. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais vous parler. C'est une autre approche qu'on a fait avancer en parallèle, et c'est la carte dendrométrique LIDAR. Ce produit-là, son but premier au départ, c'était d'assister davantage les gens pour la planification des opérations forestières, des opérations de récolte, en ayant un produit un peu plus fin que les polygones de la carte éco-forestière. Et l'approche de base de cette méthode-là, c'est de dire, OK, on peut estimer correctement, assez précisément, les caractéristiques dendrométriques à partir de deux grands éléments. Surtout, c'est d'avoir une information sur la hauteur dominante et avoir aussi une variable qui représenterait la densité du couvert. Deux informations qu'on a une très bonne précision avec le LIDAR pour se baser sur un estimé très solide. Et évidemment, on ne peut pas se baser juste là-dessus. Il y a aussi toutes les autres caractéristiques de sites. Et ces caractéristiques-là des sites, on peut les prendre dans la carte éco-forestière. Et on va mettre en valeur un vaste réseau de placettes échantillons pour arriver à faire le lien entre c'est quoi les caractéristiques dendrométriques, sont reliées comment avec la hauteur dominante, la densité et les informations de la carte. Donc, un petit historique rapide, c'est la région 02 qui a amorcé des développements sur la carte dendrométrique LIDAR avec c'est Dave Munger qui a parti cette idée-là et a fait des essais à partir de 2011. Et dès 2011 ou 2012, il y avait déjà des estimés qui étaient donnés dans les lots du BMMB. Et en 2014, il y a eu une approche de fait avec la direction des inventaires pour essayer d'avoir un peu plus d'aide pour établir une méthode statistique solide
pour continuer sa méthodologie. Et c'est comme ça que la direction des inventaires est venue me chercher à l'Université Laval avec Jean Bégin pour on a travaillé à contrat à partir de 2014 pour avancer des méthodes statistiques adaptées avec cette approche. Et la première version est entrée en ligne en 2017. On a eu une première version qui était disponible à tous. Et c'est cette année-là que je suis passé de l'Université Laval et je suis passé au ministère à temps plein pour continuer à travailler sur ce développement-là. Et on a fait plusieurs développements depuis, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis fier d'annoncer qu'on a 250 000 km² de cartes dendrométriques LIDAR qu'on a livrées en décembre et qu'on livre qu'on vient de livrer là, pour le public là, via la forêt ouverte. Au total, c'est plus de 30 millions de polygones dans lesquels est associée une information dendrométrique. Et voici ce que ça donne au niveau de l'ensemble du Québec. Ce qu'on a livré jusqu'à présent, ça passe de l'est vers l'ouest, de l'île d'Anticosti jusqu'en Abitibi. Et progressivement, on va faire tout le Québec méridional, au moins le domaine de la sapinière à bouleau jaune en montant. Et ici, vous avez une symbologie qui est sur le volume d'essence commerciale qu'on estime par polygone. Vous avez donc, plus c'est vert, plus il y a de volume. Vous pouvez voir déjà qu'il y a un gradient. Hein? Quand on est dans le sud de la sapinière à bouleau jaune, on a quand même des bons volumes. Où au fur et à mesure qu'on monte, les volumes sont plus petits, le vert est plus pâle. Et vous pouvez voir aussi que on a des cicatrices dans notre forêt. Ici, on a un feu de forêt majeur en Abitibi qui avait été en 2002. Et on voit que la forêt a pas, c'est encore trop récent, la forêt n'a pas encore de volume dans ces zones-là. Ici, on voit la forêt privée autour du lac Saint-Jean. On est capable de voir qu'il y a des endroits qui ont du volume, c'est très fragmenté. Il y a des endroits, c'est de l'agricole. Donc, en fond de carte, vous avez l'image quand il n'y a pas de volume. Un autre endroit ici, c'est un feu de 91 sur la Côte-Nord. Vous voyez, c'est 91, depuis, il commence à avoir du volume. On voit un peu de volume, ça commence à virer sur le orange. Et ici, un autre secteur, aussi des coupes qui ont été faites au nord de la Côte-Nord. On a plus de 100 000 hectares de coupes là, sur 20 ans ici. Et je voulais juste vous donner un dernier exemple. Vous voyez l'est de l'île d'Anticosti, c'est comme coloré rouge, orange. Ben, c'est un endroit où il y a une abondance de dénudés humides avec très peu de volume. Donc, notre planification, là, c'est ce qu'on a aujourd'hui. En 2021, d'ici le mois de décembre, on va faire les zones en rose. Et en 2022, les zones en bleu, là, on va couvrir, on va finir plus avec la région 10. Pour ce qui est du sud du Québec, on n'a pas encore déterminé quand on allait, ni aussi statuer là, fermement si on allait produire les cartes dendro. Ça va dépendre aussi de la réaction des gens puis les besoins du milieu. Mais c'est une autre dynamique un peu pour la forêt feuillue. C'est un peu plus compliqué pour nous d'évaluer des caractéristiques dendrométriques qui sont utiles aux gestionnaires en forêt feuillue. Je vous présente la méthodologie très rapidement, ça fait déjà quasiment 15 minutes, donc je fais un tour très rapide. On pourrait faire un résumé de la méthode en 4 grands blocs. Là. On prépare des intrants, après ça on crée des modèles qui estiment des attributs forestiers, donc des caractéristiques dendrométriques, et on crée la cartographie, la carte dendro-lidar pour enfin, je le mets dans notre méthode, mais on fait la validation parce que depuis le début de ce projet-là, ça a été tout le temps une base d'assises très importante de bien valider au fur et à mesure qu'on développait le produit.
Donc, comme vous savez, la carte dendrométrique LIDAR, la base d'assises, c'est des données LIDAR. Première des choses qu'on a fait, c'est qu'on a développé avec Marie-Soleil Fradette, Antoine Leboeuf, Jean Bégin, Dave Manger, une méthode pour corriger les hauteurs. Le but de ça, c'est que le LIDAR, il touche pas nécessairement tout le temps au bourgeon terminal de nos arbres. C'est une question de probabilité. Et plus on a une densité de points importante associée à une quantité de faisceaux laser envoyés au sol qui est important, ben moins on a besoin de faire d'ajustements. Mais si on a du 1 point au mètre carré qui se rend au sol, ben là on a une plus faible estimation. On va avoir une petite tendance à sous-estimer les hauteurs. Donc il faut un programme de correction. Et ça, on a développé ça. Et ça a été publié dans une revue scientifique là, en 2019. Ensuite, on a fait aussi un modèle d'accroissement en hauteur. Le but ici, c'est de pouvoir faire évoluer le LIDAR. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi. C'est qu'on veut être capable, à partir de la hauteur et des essences en présence, c'est quoi qu'on pourrait avoir comme hauteur si on se déplace de 5 ans. Et une des raisons qu'on a besoin de ça, c'est quand on fait un secteur, on n'a rarement qu'une seule année LIDAR. Des fois, c'est une imbrication de plusieurs survols LIDAR faits à différents moments dans le temps, et on doit essayer de donner des caractéristiques dendrométriques qui sont généralisées pour une année de référence. Donc, le but de ça, c'est de sortir des données matricielles. On commence par faire des produits matriciels 10 mètres par 10 mètres qu'on ne publie pas pour l'instant. C'est juste le produit vectoriel, donc les polygones qu'on fournit. Mais dans un premier temps, on prend les informations matricielles et on va chercher des informations utiles, comme la densité du couvert, la hauteur dominante, la hauteur moyenne du couvert forestier. Évidemment, on sert aussi du modèle numérique d'altitude pour avoir un estimé de l'altitude qui a des influences sur la dendrométrie. Et on va chercher des données contextuelles, comme tirées de la carte éco-forestière, parce qu'on va avoir besoin des essences pour bien les répartir. Et on a aussi utilisé des placettes synchrones. Des placettes synchrones, en réalité, c'est des placettes qui ont été sondées à peu près au même moment que le LIDAR, plus ou moins 5 ans. Et ça nous a permis de vérifier que notre hauteur estimée avec un algorithme en utilisant le LIDAR correspondait à la même chose que la hauteur estimée avec la dendrométrie de la placette. C'était super important parce que c'est une des pierres d'assises de notre donnée, de notre approche. Mais l'autre approche, c'est qu'on a besoin d'une variable très solide qui explique la densité du couvert. Et on a établi un indice de densité relative et on s'est servi de ces placettes-là pour faire un modèle qui permet d'avoir une variable qui est super importante pour prédire les volumes, l'IDR. Une fois qu'on a ça, on a été obligé de revenir. Peut-être que certains vont déjà avoir vu ça dans leur vie, mais pas beaucoup. On est revenu sur nos données d'archives pour aller chercher, revoir un peu les tarifs de cubage. Parce qu'un des problèmes de nos tarifs de cubage, c'est qu'on a besoin d'y établir une correction. C'est que le volume marchand brut, il inclut une zone qui est entre... qui est pas considéré utilisable par l'industrie forestière ou même le mesurage. Quand on fait le mesurage des bois battus, il y a une partie de nos volumes qu'on met dans notre tarif de cubage à 2 entrées qui est non utilisable. Ça fait qu'on a recompilé les données, on a revisité nos données qu'on avait en archive pour refaire des nouveaux tarifs de cubage que je vais appeler tarif de cubage en volume utilisable. C'est du volume brut, mais c'est juste que ça enlève la partie qui n'est pas utilisable. Donc, l'approche ici, c'était de prendre beaucoup de placettes qui couvrent l'ensemble du Québec. On a pris des placettes des 4e et 5e programmes d'inventaire. Ça représente plus de 40 000 placettes dans les sapinières à bouleaux jaunes en montant.
et dans le domaine là, de la sapinière à bouleau jaune, jusqu'à la paissière, pour établir des modèles, 18 modèles qui permettent d'établir des variables dendrométriques en fonction des variables importantes, là, comme la hauteur dominante, l'IDR, la localisation sur le territoire, l'unité de paysage, et le type de peuplement, comme c'est-tu un peuplement feuillu, mélangé, résineux. Et tout ça appliqué aux cellules de 10 par 10, ça nous permet de prédire des attributs forestiers pour chacune des cellules de 10 par 10, et ça nous donne 86 variables dendrométriques. Par exemple, le volume des essences commerciales ou le volume SEPM, la surface terrière. Et Dave Manger a établi une méthode complètement automatisée pour regrouper des cellules similaires pour créer des polygones basés sur la hauteur dominante puis la densité du couvert. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire à la fin? C'est de compiler les résultats par polygone pour, par exemple, sortir le volume moyen pour chacun des polygones. Les polygones obtenus, c'est 0,6 hectares en moyenne. Donc, c'est à peu près 8 à 9 fois plus petit que les polygones écoforestiers. Et en bout de ligne, bien, on valide avec des données indépendantes. Donc, les données indépendantes qu'on a, c'est des chantiers de récolte où on a le volume estimé de volume récolté, puis on y ajoute les volumes non récoltés d'IMLNU. Et on a aussi des chantiers de placettes d'intervention. Les produits qu'on a, qu'on vous fournit cette année, ou actuellement, qui sont actuellement disponibles, c'est 34 produits découpés par territoire. On les a en deux formats, un format GDB et un format GeoPackage. C'est nouveau de cette année qu'on donne la possibilité d'avoir un format qui est utilisable avec un gratuit ciel Quantum GIS, QGIS. Donc, dans chaque base de données, il y a deux classes d'entités. Une classe d'entité qui s'appelle CMP, c'est les compilations dendrométriques qu'on a à l'intérieur. Puis une autre qui est une classe d'entité qui est plutôt, au lieu d'être des polygones, c'est des points. Et c'est les métadonnées qu'on met à l'intérieur. Et vous avez l'accès à l'interne avec ça. Et pour les gens à l'externe, ben, je vais juste revenir, c'est vraiment le lien ici, vous pouvez y avoir accès à condition de faire la demande, d'avoir accès à tout ce qu'il y a sur le dépôt DDE. Pour les gens à l'externe, ben, on a forêt ouverte et les gens ont qu'à cliquer sur une zone et ils vont voir apparaître le lien FTP pour aller télécharger les données IP. Un excellent travail fait par la diffusion. Le contenu des tables, les tables de compilation, les polygones, bien, vous avez un exemple ici qu'on voit. Donc, on voit les polygones. À l'intérieur des polygones, on va avoir des informations sur 93 variables compilées. En réalité, les variables compilées, c'est des variables qu'on a prédit à partir d'équations, des modèles statistiques, des régressions linéaires pour la plupart et logistiques. Donc, ce qu'on obtient, c'est des valeurs de volume, des répartitions par essence ou groupe d'essence, des hauteurs, densité du couvert, la surface terrière, la densité de tige à l'hectare et des informations sur la dimension moyenne des arbres. Et pour ce qui est des points, ben, c'est tout le temps le même principe que pour la carte éco-forestière, c'est le centroïde des polygones et à l'intérieur, on y a mis 13 variables de métadonnées. Ici, vous avez un bel exemple, c'est une symbologie, plus c'est rouge, moins il y a de volume, et quand c'est vert foncé, il y a beaucoup de volume, donc c'est le genre de produit, et ici, quand vous avez rien, là, dans ma symbologie, c'est qu'il n'y avait pas de volume, donc on ne prédit pas de variable dendrométrique, le peuplement est trop jeune. Tout ce qu'on prédit, c'est tout le temps des compilations de tiges marchandes. On ne compile pas les gaules.
Donc, et 39, ça va plutôt bien. Okay. Si le volume utilisable, c'est une nouveauté dans ce produit-là. Comme j'expliquais tantôt, le volume marchand brut, il y a un petit peu trop de volume, ce qui fait que quand on arrive à la DGSL pour attribuer des bois, il faut appliquer des facteurs de correction à la baisse pour enlever la partie qui est entre 9 cm de diamètre sans écorce et la zone de la tige qui est 9 cm avec écorce. Parce que quand ils ont fait les tarifs de cubage, initialement, ils prenaient des mesures avec écorce et ils arrêtaient de cuber à 9 avec écorce. Mais comme vous savez peut-être, au mesurage, on arrête toujours sans écorce. C'est-à-dire on arrêterait plutôt à la ligne rouge. Donc, des exemples de variables où on a des volumes selon des niveaux d'agrégation le plus fin. C'est ceux qu'on appelle les VU1. Par exemple, ici, ce serait le volume marchand, le volume brut utilisable des épinettes noires. Ici, vous avez un exemple quand on fait aussi des regroupements comme SEPM ou boulot, peuplier. On a essence commerciale ESSC. On a aussi la particularité, c'est qu'on fournit un volume toute essence commerciale, incluant les non commerciaux. Il y a une raison derrière, mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Pour ce qui est de la classe de diamètre, par rapport aux produits de compilation que vous êtes habitués d'avoir, ce serait trop compliqué à l'heure actuelle de faire, mettons, vous donner des nombres de tiges par classe de diamètre. Tout ce qu'on peut vous donner pour l'instant, c'est une répartition selon la classe de DHP. C'est que, par exemple, ici, c'est la somme des volumes des arbres de 16 cm et plus. On a 14 et moins. Et pour les feuillus, on a aussi une variable de 24 cm et plus. Et l'autre nouveauté, et ça c'est nouveau parce qu'on a accès maintenant à des équations de défilement, c'est qu'on peut répartir les volumes par produit. Et pour le SEPM, on a divisé le volume brut utilisable en deux parties, le volume siège et le volume pâte. Le volume siège, ça correspond à un équivalent de ce que vous avez dans le mesurage des bois abattus quand on parle de la qualité B. La qualité B, ce serait le VUSC SEPM. Ce qui est important de remarquer, c'est que pour l'instant, on vous donne du volume brut. Bientôt, avec les travaux de l'équipe d'écologie de la direction des inventaires forestiers, on va pouvoir estimer des taux de carie. À ce moment-là, on pourra vous fournir des volumes marchands nets, comme au mesurage. Mais là, il faut considérer qu'il y a une partie qui est enlevée. Pour les feuillus commerciaux, grâce à l'implication de Philippe Avre-le-Duc de la DRF, on a pu avoir des tables de répartition par produit adaptées pour la carte dendrométrique LIDAR qui vous permet d'obtenir des volumes nets. Donc, ça vous permet d'avoir du volume net siège, siable, pâte. Et donc, il y a différents attributs qu'on vous fournit. Je vais passer rapidement, mais par exemple, on vous donne des informations sur les essences, mais c'est vraiment une compilation des volumes suite à l'application des 18 modèles statistiques. Il y a des ajustements des fois, mais ce n'est pas directement ce qui est fourni par la carte écoforestière. C'est des estimations de type de couvert sont basées et les essences, au 10%, sont basées sur une compilation des volumes par essence. Donc, on fournit aussi une hauteur dominante qui s'appelle HT-5P, qui en réalité, c'est la hauteur moyenne des cellules qui ont 5 mètres et plus. On vous fournit une répartition aussi associée à la composition spécifique. Donc, ici, vous avez les proportions de volume brut utilisable par essence et groupe d'essence. Quand c'est par essence, le niveau le plus fin d'agrégation, vous avez PC1. Si vous avez, mettons, PC souligné, là, c'est parce qu'on fait plutôt des groupes. Et les groupes, on ne peut pas les additionner pour obtenir le total. C'est juste les PC1 qu'on peut additionner qui va donner 100%. Et ça, c'est pour juste
pour des fins, si vous voulez aller plus loin, estimer par exemple la surface terrière par essence, vous pourriez utiliser ces pourcentages-là pour obtenir la surface terrière. Parce que c'est plus le volume qu'on répartit pour la carte d'Andro. Pour la métadonnée, ce qui est important à savoir, c'est qu'on fournit une information importante qui est l'année du LIDAR 2018 et l'année projetée. L'année projetée, c'est, comme je disais tantôt, on peut faire vieillir le LIDAR et le projeter pour qu'on ait une année de référence comme globale pour tout un feuillet ou toute une région. Par exemple, pour le lac Saint-Jean, on a projeté toutes les données LIDAR à 2019. Si l'année du LIDAR, le survol était en 2018, vous avez l'information ici et vous devriez aller voir cette méta-là parce que si vous êtes en 2021 et que vous avez eu une coupe depuis 2018, le peuplement que vous voyez il n'existera plus. C'est tout le temps important d'aller chercher nos couches annuelles fournies sur dépôt DDE pour être au courant de ce qui s'est produit depuis le LIDAR. C'est que vous avez d'autres informations de méta, entre autres le type de stratification écoforestière, parce que parfois on a des essences au 10%, c'est la donnée la plus précise. Parfois c'est juste des groupements d'essences que nous on a éclatés par essence pour répartir. Rapidement, je vous donne le lien ici pour tout ce qui est associé à la carte dendrométrique LIDAR. Donc, à partir de vendredi ou lundi la semaine prochaine, il va y avoir un document important là, qui est méthodologie et attributs qui va être mis à jour, qui va s'appeler méthode et utilisation. C'est que ici, ça va être important d'aller voir ce nouveau document-là plutôt que de prendre le document actuellement disponible. On est en train de faire la révision finale. Le lisez-moi est important parce que vous allez avoir la définition de toutes les variables qui sont dans la carte dendrométrique. Et vous avez des informations sur la disponibilité de la carte. Il y a une carte pour ce que je vous ai présenté tantôt, 2021-2022, le plan de match. Puis on a aussi un document qui permet de démêler un peu tous les produits de compilation. Le dernier ici qui va lui aussi être mis à jour au courant du mois d'avril probablement ou au mois de mars pour tenir compte des résultats de validation qu'on a fait. Et il va y avoir aussi un nouveau document qui va expliquer des résultats de comparaison entre des données de validation et les données de la carte dendrométrique LIDAR et les compilations officielles. Donc, il nous reste quelques minutes. On va se faire plaisir. On va regarder à quoi ça a l'air la carte dendrométrique LIDAR. Je vais vous donner des exemples concrets. Puis, je veux vous donner un petit aperçu du produit puis son niveau de raffinement. Donc, ici, vous avez un exemple des polygones. En noir, vous avez les polygones écoforestiers. Par exemple, on a un dénudé humide là en haut ici. Et en coloré, j'ai mis les polygones de la carte dendrométrique LIDAR, mais en vert, par exemple, c'est ceux qui ont suffisamment de volume pour aller récolter. En jaune, c'est comme moins de volume, il commence à avoir de volume. Puis les autres, c'est qu'il y a moins de 50 mètres cubes à l'hectare dans notre peuplement, ceux qu'on voit la forêt en arrière-plan. Donc, vous voyez que par exemple, le dénudé humide, parfois, on pourrait peut-être rentrer un petit peu dans le dénudé humide. Il y a encore de la forêt avec du volume commercial intéressant. Et à d'autres endroits, on voit que peut-être il n'y a pas vraiment le volume, il arrête avant la ligne du polygone écoforestier. C'est un des avantages de la carte dendrométrique. Vous avez des polygones, mais qui sont raffinés. Et par rapport aux compilations officielles, avec les compilations officielles originales, on ne peut pas estimer de volume dans des improductifs, ni dans des peuplements de moins de 100 mètres. Alors que la carte dendrométrique LIDAR, si on détecte avec le LIDAR qu'il y a de la hauteur pour potentiellement avoir du volume, vous allez avoir des caractéristiques dendrométriques quand même. Donc, incluant dans le dénudé humide ici. Donc,
Et ici, c'est justement un exemple où la carte écoforestière met du dénudé sec et dénudé humide à grandeur, sauf ici, on a un peuplement écoforestier productif d'épinettes. Et j'ai mis Robin Lefrançois a fait une carte avec une symbologie sur l'information sur la densité du peuplement. C'est des classes de 10%, comme un peu la carte écoforestière. Avec des petites différences, on a ajouté la classe 10%. Et on peut voir que certains endroits, le peuplement il est très ouvert et à d'autres, il est plus fermé. Et c'est le cas d'ailleurs aussi dans le dénudé. De sorte qu'il y a des zones du dénudé où il pourrait avoir du volume marchand. Et un autre exemple, c'est le même site, mais là j'ai gardé des polygones en orangé pour identifier les zones où il y a plus de 50 mètres cubes à l'hectare. On peut voir que le peuplement écoforestier productif a des zones où il y aurait du volume. Actuellement, d'autres zones, il n'y a pas assez de volume. Mais il y en a aussi dans le dénudé, si jamais on est intéressé à l'avoir, ou ça pourrait être une information intéressante aussi, les dénudés, même si on peut peut-être pas faire de récolte forestière dans plusieurs cas. Ça reste que c'est de la biomasse forestière qui capte du carbone. Et vous avez la possibilité un peu de venir avoir des chiffres sur ces superficies-là. Un autre exemple ici, c'est la carte écoforestière en ligne noire. Et vous avez le dégradé de couleur qui est sur la hauteur dominante et qui provient de la carte dendrométrique LIDAR. Donc, comme vous voyez, comme je disais tantôt, les polygones de la carte dendrométrique LIDAR, en moyenne, c'est 0,6 hectares, alors que 0,8 hectares plutôt. Et la carte écoforestière, en comparaison, c'est 6,6 hectares. C'est que les lignes noires versus les changements de couleur, c'est la différence entre les deux produits. Et vous pouvez voir que quand même, il y a certains peuplements qui sont très irréguliers, où on pourrait détecter des zones où il y a beaucoup moins de volume que d'autres. L'autre particularité, c'est qu'avec les aires minimales, c'est rarement possible, à part quand on a un chemin asphalté avec une large emprise. Dans la carte écoforestière, on peut rarement identifier un polygone pour la zone correspondant à la prise du chemin. La carte dendrométrique LIDAR, elle, est capable de le faire à condition que l'emprise est assez large. C'est ce qui arrive ici. On voit très très bien les emprises du chemin. De la même manière, la rivière, les lacs sont délimités, non pas sur la base de la carte écoforestière, mais sur la base de ce que le LIDAR nous donne. Des fois, ça nous donne des résultats un peu différents, mais ici, on a un bel exemple là, où le lac correspond très bien à ce qui avait été fourni par la carte écoforestière. Ici, vous avez la même chose. Je voulais juste vous montrer jusqu'à quel point la carte dendrométrique LIDAR est précise. La photo parle de la même manière que les polygones de la carte dendro. Un autre exemple de variation à l'intérieur de peuplements, ici, c'est des peuplements vieux, irréguliers. C'est le genre de peuplement où ça peut être les caractéristiques dendrométriques peuvent varier beaucoup. Et vous avez des exemples ici où on voit que on peut passer en bas de 50 mètres cubes jusqu'à, dans ce cas-là, du plus de 150 mètres cubes, tout dépendamment où on est situé dans notre peuplement. C'est intéressant pour la planification des travaux de sylvicole. Un autre exemple ici où, au lieu de prendre le volume, toute essence commerciale, le volume brut utilisable, là, ici, je vous présente le volume siège SEPM. Quelqu'un qui est intéressé à avoir vraiment du siège SEPM, dans quel secteur il devrait aller, c'est les zones en vert. Et on voit que c'est
dans ce cas-ci, les peuplements ils varient beaucoup à l'intérieur. La variation intrapeuplement est importante. Je me suis fait plaisir un peu à la fin de semaine. Je me suis promené au travers le Québec, puis j'ai regardé à quoi ça a l'air quand on tombe, par exemple, dans des écosystèmes forestiers exceptionnels. C'est qu'ici, c'en est un exemple, où on a des volumes importants estimés dans des zones où il n'y a jamais eu de perturbations humaines ou très peu affectées par les perturbations naturelles. Vous voyez aussi ici les lignes qu'il y a là. C'est des vieux chemins forestiers qui commencent à se fermer, ils commencent à avoir du volume, mais c'est le genre de petite comme cicatrice qu'on a dans l'apparence de la carte. Ici, c'est un autre écosystème forestier exceptionnel où j'ai travaillé durant que je travaillais à l'Université Laval, le lac Saint-Pierre sur la Côte-Nord. Et vous voyez, quand que ce site-là a été protégé, ben, on a arrêté les coupes sur la limite du site. Et vous voyez très bien ici, j'aimais bien cette image-là parce qu'on voit très bien les interbandes, les séparateurs de coupe plutôt. Et on pourrait même aussi détecter à quel endroit les séparateurs, il y a eu des grosses pertes. Quand on se retrouve avec beaucoup de rangées dans le séparateur, c'est qu'il n'y a peut-être pas bien tenu suite aux travaux. Alors qu'il y a des zones très très vertes, c'est que le bois est resté bien sur pied. Exemple de forêt privée. Ici, il n'y a pas de forêt avec du volume marchand dans les zones agricoles. On le voit très bien. Puis, vous pouvez imaginer que j'ai pas mis les limites de l'eau, mais on pourrait facilement les imaginer avec juste la symbologie sur le volume. On est capable de voir des lignes qui vont du sud-ouest au nord-est. C'est que c'est un exemple de zone de forêt privée au lac Saint-Jean. Ici, la forêt du Chêné. Il y a eu beaucoup d'expérimentations de coupe partielle, de coupe par bande. Et ça fait vraiment une belle image de notre forêt du Chêné. En coloré, ici, en rose, c'est d'autres écosystèmes forestiers exceptionnels qui ont été protégés ici, à la forêt du Chêné. J'en profiterai ici pour vous montrer celle-là. La ligne qu'il y a là, c'est comme une ligne de transport d'énergie. Ce qu'on fait, c'est la problématique actuellement des lignes de transport d'énergie, c'est que les fils sont très hauts. Ça fait qu'on peut obtenir des valeurs LIDAR qui nous dit qu'on a des forêts exceptionnelles de 40 mètres de hauteur, 70 mètres. C'est qu'on est obligé de faire un masque. Pour l'instant, c'est le seul endroit où on met un masque pour ne pas donner de prévision dendrométrique. L'autre situation aussi, c'est quand on détecte qu'il y a des arbres très hauts et souvent c'est causé par un changement très très abrupt là, de la pente, un cassé dans notre peuplement. Ça va faire en sorte qu'on peut obtenir des valeurs de hauteur très élevées et dans ce temps-là, on ne prend pas de chance, on va plutôt masquer et on va dire on ne fournira pas de volume dans ces zones-là. N'empêche qu'à certains moments, on peut aussi se retrouver à donner des valeurs erronées associées à des hauteurs exceptionnelles, mais ça sera jamais, on ne donnera jamais de volume pour un polygone de 70 mètres de haut. On sait automatiquement qu'il va être enlevé. Donc, un autre exemple ici des coupes récentes sur la Côte-Nord, ce qu'on est capable de voir rouge, c'est qu'il commence, il y a un petit peu de volume. En orangé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de zones orangées encore parce que la coupe est trop récente. Et vous pouvez voir la variation de volume là, dans la forêt restante. Donc, j'ai fait le tour. Il ne reste plus beaucoup de temps pour les questions. J'aimerais remercier, je ne peux pas remercier tout le monde parce que c'est un produit qui a impliqué le travail de beaucoup de personnes. Et prochainement, on va analyser les données de validation avec des chantiers de récolte. Et ça aussi, il y a beaucoup de monde, des compagnies aussi qui se sont impliquées pour nous donner leurs données d'inventaire. Beaucoup de gens au ministère, dans les régions,
qui nous ont aidés pour pouvoir faire des chantiers de validation qui est important pour la suite de nos données. Et c'est ça, à la direction de l'inventaire, il y a quasiment tout le monde a contribué de près ou de loin à ce projet-là. Et mais c'est sûr que Antoine Leboeuf il a beaucoup poussé ce projet-là et c'est ça. Aux compilations, on est toute une équipe, entre autres avec Hakim Ouzunou pour faire les modèles, pour pouvoir avancer ce projet-là. Donc, un grand merci à Dave Munger que je qualifie de père de la carte dendrométrique LIDAR. Sans lui, c'est sûr, ce projet-là n'aurait jamais existé. C'est tout un travail qu'il a fait.